Bonjour William, bonjour à vous, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Le Parlement a donné son feu vert pour le maintien des troupes françaises en Afghanistan. Vous avez parlé de renforts. Est-ce que vous savez aujourd'hui précisément combien d'hommes et de matériel en plus vont être envoyés? Ce sont des matériels qui sont bien entendu servis par des hommes. Mais l'idée n'a pas été de faire un renfort humain en tant que tel, mais de faire un renfort pour tirer les conséquences de l'embuscade du 18 août et de tirer les conséquences des nouvelles opérations militaires telles que les mènent les talibans, puisque le 18 août, nous avons fait les frais d'une opération militaire organisée, d'envergure, et nous avons été les premiers. Et donc les moyens complémentaires que nous avons mis sont, sur la décision du Président de la République, des moyens héliportés, un hélicoptère de plus, 2 hélicoptères de surveillance de type Gazelle, des drones et des moyens d'écoute et de renseignement pour faire court, tout cela étant servi par environ une petite centaine d'hommes. Donc une centaine d'hommes supplémentaires, 3 hélicos, 6 drones, vous pensez que ça va être suffisant pour éviter ce genre d'embuscade à nouveau? Il faut que vous ayez en tête que quels que soient les moyens que vous pouvez mettre en œuvre, vous ne pourrez jamais être dans le risque zéro lorsque vous menez une opération militaire. C'est le principe même. Les opérations militaires, c'est par nature le flou de ce que peut représenter un théâtre qui est un théâtre difficile, un théâtre de montagne, et l'idée que l'électronique, la technologie puisse nous assurer la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Et s'il fallait que je vous donne un seul exemple, c'est que les États-Unis, qui à eux seuls consacrent 50% des dépenses militaires mondiales, qui ont toute la panoplie technologique possible et inimaginable, ont eu malheureusement près de 600 morts en Afghanistan. Alors justement, pourtant on est dans une inflation. Il faut que vous ayez en tête que, quand on dit mais il suffirait de mettre des moyens de surveillance et d'observation pour éventuellement préparer les missions, il part 100 à 150 missions par jour, tous les jours, il y a des patrouilles. Donc on ne peut pas mettre un hélicoptère donc ça ne sera jamais suffisant. Et deuxièmement, quand vous êtes caché dans la montagne, les pilotes de l'armée de l'air vous diront que des forces qui ne bougent pas et qui sont cachées, on ne les voit pas. Justement, est-ce que ce n'est pas un échec, cette stratégie d'envoyer toujours plus de matériel, d'hommes? Entre 2001 et 2008, au départ, on était passé par des patrouilles aériennes de reconnaissance. Maintenant, on est au bombardement. On a 1800 hommes sur le terrain et pourtant, la situation ne fait qu'empirer. Est-ce que ce n'est pas la stratégie qui n'est pas bonne? Il n'y aura pas de victoire seulement militaire. C'est très clair. Il faut que ce soit une stratégie globale qui à la fois assure la sécurité et la stabilité de l'Afghanistan et permette le développement. Et permette aussi l'amélioration de la gouvernance et permette aussi de lutter contre la drogue. Mais quand on nous dit changer de stratégie, c'est ce que la France a demandé. Lorsque la France a dit il faut tout faire pour que l'armée nationale afghane et la police afghane que nous formons puissent progressivement prendre ses responsabilités ou leurs responsabilités dans des zones, c'est ce que nous faisons. Pourquoi justement? Laissez-moi finir. Depuis le 28 août, Kaboul est sous le contrôle et l'autorité de l'armée nationale afghane. Armée que nous avons formée. Et nous allons progressivement faire en sorte que l'armée nationale afghane puisse prendre le contrôle pour que nous puissions, à notre tour, et ensuite nous désengager. Mais ceux qui nous disent qu'il faut faire uniquement de la politique de développement, je voudrais vous dire, comment voulez-vous construire des canaux d'irrigation? Comment voulez-vous construire des hôpitaux? Comment voulez-vous construire des écoles? Comment voulez-vous construire des maisons de santé si d'abord vous n'avez pas la sécurité et la stabilité? Vous parliez de soutien de l'armée nationale afghane. Comment se fait-il qu'elle n'était pas en première ligne dans cette embuscade justement? Comment se fait-il qu'ils étaient derrière? Ils étaient, en fait, ce sont des patrouilles communes avec des alternances entre l'armée nationale afghane qui souvent est en première ligne et là, là ils étaient pas. Là ils étaient juste derrière. Voilà. Et c'est normal ça? Mais vous savez. Non mais est-ce que c'est normal? Moi je pense qu'il serait bien qu'autant que possible ce soit l'armée nationale afghane qui soit en première ligne. Mais il faut que vous sachiez que même si l'armée nationale afghane avait été en première ligne, qui vous dit qu'on n'aurait pas laissé passer les éléments de l'armée nationale afghane avant de prendre à partie les éléments, puisque les éléments français, puisque les soldats nous disent par leur témoignage qu'ils ne les voyaient pas. Alors vous parliez de lutte contre la drogue tout à l'heure, c'est un problème majeur puisqu'on sait que ça finance aujourd'hui l'insurrection. Vous allez regarder ces cartes qui sont issues d'un rapport de l'ONU qui vient de sortir. On voit très bien le lien en bas à gauche colorisé, c'est la zone de production de drogue, c'est là où il y a le conflit permanent. Sur la deuxième carte, on va voir aussi que cette production de drogue, eh bien, elle s'est considérablement accentuée depuis l'arrivée de la coalition internationale. C'est la partie en vert, en rouge c'était les talibans, ça avait même quasiment disparu
apparu en 2001 avec le décret du Mollah Omar qui avait dit que la drogue c'était contre la religion. Depuis que donc les forces internationales sont arrivées, cette culture de l'opium a explosé. Et là, la carte la plus étonnante, c'est la suivante. Regardez, l'ONU a des satellites très précis qui fait des photos de 3 mètres sur 3 et qui sait exactement point par point où se trouvent évidemment les champs d'opium, mais aussi les laboratoires de transformation de drogue. Donc ça veut dire qu'on sait où ils sont, on sait qu'ils financent la rébellion, qui tue nos soldats aujourd'hui, et on ne va pas les bombarder? Comment ça se fait? Nous avons décidé, sur l'initiative d'ailleurs de la France, du Royaume-Uni, de prendre une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour lutter contre le trafic de drogue, et notamment pour lutter contre les trafics de précurseurs. Comme vous, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Oui, ce sont les produits qui permettent de transformer. Les précurseurs, ce sont les produits qui permettent de transformer l'opium en héroïne. Et donc, on mène ce combat-là. Oui, mais pourquoi vous n'allez pas bombarder? Regardez, vous avez vu les photos, on sait où sont les labos. On mène ce combat aussi sur la destruction des laboratoires. Mais il faut bien avoir en tête que la lutte contre la drogue, c'est d'abord une capacité de développer des produits de substitution et des productions de substitution. C'est parce que nous permettrons aux paysans afghans de faire autre chose et d'en gagner autant que nous pourrons, à mon sens, lutter plus efficacement. Ça fait partie des sujets sur lesquels on doit être meilleur. Mais vous aurez observé, vous n'avez pas montré cette carte-là, c'est que dans certaines provinces, sur l'initiative des gouverneurs afghans, des provinces qui étaient productrices de drogue il y a encore 1 an, ou il y a encore 2 ans, où il y a eu une vraie action de monnaie, sont aujourd'hui indemnes de la production de drogue. Donc on voit que les choses aussi sur ce sujet, certes la production augmente, mais il y a des zones dans lesquelles les choses se sont éradiquées. Monsieur Morin, je vais vous demander de changer de casquette. On va passer de celle de ministre à celle de président du nouveau centre. On va parler du RSA aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le revenu de solidarité active. Votre groupe s'était indigné du fait que les plus riches ne soient pas soumis à contribution. Vous allez voter le texte en l'état ou vous allez demander à ce qu'il soit modifié? Écoutez, c'est le boulot des parlementaires. Permettez-moi de vous dire que sur le RSA... Vous êtes président de groupe quand même? Non, je ne suis pas président de groupe, je suis président du parti. Du parti, pardon. Moi, je vous dis 3 choses sur le RSA. 1, c'est une excellente réforme. C'est une réforme qu'on attendait depuis des années. Nous avons fait toutes nos campagnes électorales sur le I de RMI, en disant le revenu minimum d'insertion, il y a un problème, c'est l'insertion. Ça ne marche pas. 2, nous n'avons cessé de dire qu'il fallait mettre fin à ce qu'on appelle aux trappes à pauvreté, c'est-à-dire au fait que le fait de reprendre un travail n'améliore pas réellement votre situation. Le RSA répond à ces 2 problèmes que nous soulignons depuis des années. Donc vous êtes d'accord avec ce texte, vous ne demandez pas à ce qu'il soit soumis au plus riches. Attendez, laissez-moi finir. 2, le bouclier fiscal. Si on a décidé de faire un bouclier fiscal, c'est pas pour l'année suivante commencer à le remettre en cause. Si vous voulez restaurer la confiance, si vous voulez être conforme à ce que vous avez dit durant la campagne électorale, c'est-à-dire qu'on ne vous prélève pas plus d'1 euro sur 2 de vos ressources par l'impôt, vous maintenez le bouclier fiscal. Qu'en revanche, comme les parlementaires du nouveau centre l'ont proposé, on trouve des financements alternatifs ou complémentaires, type le plafonnement des niches fiscales, qui permettra à chacun de pouvoir... Le compte n'y est pas, mais... Eh bien, on va voir, c'est le débat parlementaire. On vient de réviser la Constitution, on vient de donner des nouveaux droits au Parlement. Il appartient aussi aux parlementaires de montrer ce qu'ils ont envie de faire. Merci, Monsieur Morin. William, c'est à vous. Merci, messieurs.